Salomon, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne du cabinet Drey Drey, un expert comptable et fiscaliste à Jérusalem et Tel Aviv. Aujourd'hui, en fait, on a un problème qui revient récurrent au niveau du cabinet, c'est on a beaucoup de clients qui n'arrivent pas à rapatrier leurs fonds depuis l'étranger. Comment éviter les problèmes, les blocages administratifs et bancaires? Alors, il faut savoir que depuis 2011, Israël a adhéré à l'OCDE et donc a mis en place un certain nombre de procédures, notamment bancaires. Ces procédures imposent aux banques de s'assurer de l'origine des fonds, et donc que les fonds sont bien déclarés dans les pays, qui sont bien clean, et deux, Que la fiscalité a été payée. que la fiscalité dans les pays d'origine a été payée, ou sera payée en Israël, peu importe, mais qu'en tout cas ces fonds fassent l'objet d'une fiscalisation et fassent l'objet d'un contrôle par des autorités fiscales compétentes. Très bien. Donc dans ce cadre-là, il faut savoir que des fonds qui arriveraient à une banque sans aucun justificatif seraient automatiquement bloqués. Plus que ça, un client qui s'amuserait à faire une fois, deux fois, trois fois, la banque a pour obligation de striker ce compte tout de suite. Elle Ok, clôture, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? facile, elle Gel bloque des le fonds. compte, Ouais. elle gèle les fonds et elle dit maintenant on passe ça en département juridique et vous vous battez avec le juridique pour faire preuve que tous vos mouvements, toute votre activité à l'international est complètement légale, complètement fiscalisée, complètement soumis à contrôle. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a aucun problème pour transférer des fonds depuis la France vers Israël, par exemple. Par contre, en tout cas depuis quelques années, par contre, il faut prouver l'origine des fonds. Exactement. Montrez pas de blanche. Il faut montrer pas de blanche. La deuxième problématique, Alors pourquoi on a des clients qui, ça revient assez régulièrement, pourquoi on a des clients qui ont du mal, par exemple, ils veulent acheter un appartement en Israël, ils ont du mal à ramener ces fonds depuis la France. C'est souvent bloqué. Pourquoi? alors la première chose c'est que comme je l'expliquais avant, il y a ces règles-là. La deuxième chose, il faut comprendre qu'il y a tellement eu de malversations dans le passé avec les banques israéliennes qu'Israël veut redorer son image. Pour redorer son image, les banques israéliennes ont mis en place des procédures bien supérieures Au-delà des normes. aux normes qui leur sont demandées, aux obligations qui sont demandées. Donc c'est très simple. Soit, quand on veut faire un virement en Israël, soit on le prépare en amont, et donc il y a une vraie préparation, il y a un vrai savoir-faire, soit on le fait venir comme ça et on prend le risque d'être striké. Certaines banques sont forcément plus cool que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on ne se sera pas striké, même dans les banques les plus cool. Rentrez dans le sujet, ça nous intéresse. Est-ce qu'il y a, donc, a priori, il y a des banques qui sont plus flexibles, on va dire? Alors, pour amener des fonds, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que le banquier qui gère notre argent, il ait compris l'origine des fonds. S'il a compris qu'est-ce que c'est cet argent, 90% du travail est fait. Le banquier à qui on parle, qui n'est pas souvent la personne la plus diplômée de la Terre, qui n'est pas souvent la personne avec le plus d'expérience comptable de la Terre, mais qui est quelqu'un d'une intelligence normale, si on arrive à lui expliquer et s'il arrive à comprendre, 90% du chemin est fait. La deuxième chose, c'est qu'ensuite les banques ont des normes plus ou moins rigides. Je donne un exemple. Attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Enfin, tout est intéressant, mais je mets une petite parenthèse. On est au Moyen-Orient, donc c'est très relationnel, c'est comme ça qu'on va dire. Donc en fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ouvrir un compte et transférer des fonds. Évidemment. Il faut ouvrir un compte, connaître son banquier, se faire connaître de la banque et annoncer à l'avance qu'il va y avoir un virement, le montant et expliquer d'où vient la somme. C'est à peu près ça? Il faut exactement faire ça. Après, il faut savoir que certaines banques sont plus rigides que d'autres. La Mizrahi a des normes un peu plus cool que la banque Hapoalim, qui est la banque la plus rigide en Israël. Donc, on va choisir les banques en fonction de nos besoins, nos transferts et notre capacité à justifier plus ou moins en profondeur l'origine des fonds. Et la deuxième chose, c'est que le banquier, comme je disais avant, le banquier est compris. Donc, il faut se faire copain, comme on le disait il y a 2 secondes, il faut se faire copain avec son banquier. Et pour donner des petites ficelles du métier, amener avant Pessard une boîte de chocolat à son banquier, c'est toujours bien vu, c'est toujours apprécié. Et quand on va faire le prochain virement, quand on va avoir le prochain problème avec notre banquier, il va être beaucoup plus à l'écoute. D'accord. Ok. Comment est-ce qu'on peut justifier la source des fonds? Alors, c'est très simple. On va prendre 2 cas, qui sont les 2 cas principaux. Soit je suis une société, soit je suis un particulier. Pour un particulier, l'origine des fonds, elle est de 2 ordres. Soit c'est moi, j'ai gagné de l'argent, je l'ai mis et je l'ai laissé sur mon compte dormir. Soit c'est de la vente d'un bien mobilier ou immobilier. J'ai vendu une assurance vie, j'ai vendu un appartement. Si j'ai vendu un assurance vie ou un appartement, j'ai forcément un contrat de vente. Donc ce contrat de vente, il faudra le transmettre en amont à mon banquier. Si c'est des économies, alors il faudra montrer à mon banquier tous les mois mes relevés bancaires. Regardez, en France, je gagne. D'abord, il va nous demander notre avis d'imposition, donc je vais montrer un avis d'imposition qui soit cohérent avec la somme que je vais transférer. Si je gagne 100 000 euros par an et que j'envoie au banquier 500 000 euros, il va dire hop, 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 hop. Comment tu as fait pour mettre autant d'argent de côté?
En revanche, si je gagne 500 000 euros par an et que je lui envoie 100 000 euros, il va dire d'accord, c'est des économies, il n'y a pas de problème. Il va demander à avoir mon compte en banque et on va réussir à justifier. Si c'est de la vente, si c'est de la vente d'un bien mobilier ou immobilier, il va me demander deux choses. Un, l'acte de vente. Deux, il va me demander de voir l'argent rentrer sur mon compte perso. Une fois que l'argent est rentré sur mon compte perso, à ce moment-là, je pourrai le virer en Israël. Et donc, le chemin est traçable pour le banquier. C'est facile, j'ai vendu un appartement, je l'ai vendu 500 000 euros, j'ai 500 000 euros qui sont rentrés sur mon compte à moi, Salomon Atia. Moi, Salomon Atia, je fais ensuite un virement de 500 000 euros de mon compte français au nom de Salomon Atia à mon compte israélien au nom de Salomon Atia. Il n'y a pas plus clair, plus facile. D'accord. Et mettons que Salomon Atia, ici présent donc, levez-vous, accusé, désire optimiser ses frais de transfert. Je complique un petit peu les choses exprès. On a des gens avec qui on travaille d'ailleurs, qui en fait optimisent les frais de transfert entre les banques. Comment ça se passe dans un cas comme celui-là? Salomon Atia désire optimiser ses transferts depuis la France, il décide de faire appel à un de ses agents, qui coûte moins cher que les banques, c'est exact. Comment ça se passe? Quand je suis un particulier, ça ne pose aucun problème, aucun souci, je transfère mon argent vers l'organisme, qui est en général un organisme européen. J'évite de passer par les choses européennes, parce que quand c'est hors Europe, donc c'est plus soumis à la même législation, et donc du coup, en termes de justificatif, ça va être un peu plus lourd. Mais si je passe par Revolut pour prendre le plus gros d'entre eux, pas de problème. Le Revolut, déjà, il a mon nom en général, donc il voit un virement de Revolut Salomon Atia vers mon compte, c'est pas un problème. Si je passe par d'autres acteurs du marché, à ce moment-là, c'est relativement facile. Tant que je suis un particulier, ça reste facile à justifier. La problématique de ces agents de transfert, qui est une problématique qui se pose à certains particuliers. Si je suis Salomon Atia, résident français fiscal, paye mes impôts en France, travaille en France, mais que j'ai un compte à Chypre, ou en Espagne, ou en Allemagne, ce qui reste l'Union européenne, ce qui est absolument légal, et que je veux transférer l'argent depuis mon compte en Grèce, à Chypre, en Espagne, en Allemagne, vers Israël, à ce moment-là, la banque va juste me demander en plus de justifier que ce compte-là est bien soumis à la législation française. Donc ça va être une attestation de mon expert comptable français qui va justifier que ce compte-là, je l'ai bien fiscalisé en France. Ça, c'est si je suis résident fiscal français. Si je suis résident fiscal israélien, c'est mon expert comptable israélien qui va justifier que mon compte à l'étranger est bien fiscalisé en Israël. Ok. Et l'autre cas de figure, c'est, on va dire, maintenant vous avez parlé des particuliers, quand il s'agit d'une entreprise? Alors, quand c'est une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que les transferts d'argent entre entreprises font l'objet de plusieurs niveaux de contrôle. Le premier, c'est évidemment l'expert comptable qui va contrôler aussi bien dans la société de départ que dans la société d'arrivée que les fonds sont bien légaux, bien fiscalisés, bien déclarés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le transfert entre les deux, en lui-même, il doit avoir du sens. Donc, soit j'ai une facture, et si j'ai une facture, je justifie ça comme une société israélienne qui facture une société française, j'ai pas de problème. Soit les deux ont une relation de mère à fille. J'ai la société mère en France, la société fille en Israël. Et dans ce cas-là, alors c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas de facture pour justifier, je suis obligé de faire une convention de trésorerie, d'abord, qui dit que la société mère va prêter l'argent à la société fille et à quelles conditions. Cette convention de trésorerie doit être évidemment visée par les deux sociétés. Elle doit être enregistrée dans les comptes des deux sociétés, puisqu'elle est soumise à intérêt. Et une fois que j'enverrai les fonds, j'ai l'expert comptable de la société mère qui va en France, qui doit envoyer l'argent à la société fille en Israël, qui va lui devoir m'attester que les fonds eux-mêmes en France étaient déjà préalablement fiscalisés et déclarés, étaient du revenu et du bénéfice de la société, que la société mère peut se permettre de prêter à la société fille. Est-ce qu'en fonction du virement, il y a des documents différents à établir? Il y a un certain nombre de documents différents. Il y a des documents de base. Il y a forcément donc d'abord cette convention de trésorerie. Il y a deuxièmement cette attestation d'expert comptable, comme quoi les fonds ont bien été fiscalisés dans la société mère, ont bien été déclarés. Et il y a troisièmement la société fille qui déclare que oui, elle reçoit de l'argent, mais que oui, elle va le fiscaliser, oui, ils vont être pris en compte par l'expert comptable israélien. Et donc l'expert comptable israélien, dans ce cas-là, va lui aussi devoir attester l'inscription dans les comptes de la société fille de cet argent-là. Est-ce que c'est la même chose dans toutes les banques? J'ai posé la question tout à l'heure, mais je reviens dessus, parce qu'il y a des banques qui sont peut-être plus à même de travailler avec des particuliers, ou avec des étrangers, ou avec des indépendants. Comment ça se passe? Alors, c'est à peu près la même chose dans toutes les banques, à une exception près, la banque Hapoalim, pour tout ce qui est professionnel, surtout pour des sociétés, ce qu'on appelle des Trevash, enfin une type SCI en Israël, je déconseille absolument de travailler avec la banque Hapoalim. Les virements depuis France à Israël, à la banque Hapoalim, sont beaucoup plus lourds en termes de déclaratifs. Ils ne savent pas le faire en fait. Ils ne savent pas faire et ils n'ont pas envie de s'embêter. C'est la banque numéro 1 en Israël, elle n'a pas besoin de ce marché-là, elle a préféré le laisser de côté. La banque Mizrahi est la plus cool,
encore une fois, avec un risque chez la banque Mizrahi, c'est qu'ils vont laisser passer un certain nombre de choses. Une fois qu'ils ont compris le process, ils vont laisser passer, jusqu'au jour où quelqu'un va décider que, sans aucune raison apparente, ce virement-là, il faut le checker. Il faut ramener des chocolats. Il faudra à tous les banquiers. Et au courtier qui est là pour nous aider avec les banques, il faut aussi lui ramener des chocolats au passage. Je glisse ça si jamais quelqu'un nous entend. Donc ils font des contrôles réguliers, on va dire. Ils font des contrôles réguliers, mais des contrôles aléatoires. Donc à la banque Mizrahi, le jour où ils vont bloquer un virement, ça va être beaucoup, beaucoup plus lourd à justifier une fois qu'ils l'ont bloqué. Il n'y aura pas de raison apparente, et c'est parce que jusqu'à maintenant tout s'était bien passé, puis d'un coup ils vont bloquer un virement. D'accord. Est-ce qu'il y a des frais particuliers que je vais devoir payer? Alors, il y a, quand on vire de l'argent en devise étrangère en Israël, il y a 3 frais. Le premier frais, c'est les banques israéliennes, je pense que ça n'existe qu'en Israël, appliquent des frais de réception de devises étrangères. Ces frais de réception de devises étrangères, ça dépend des banques, ça n'a pas cherché très loin, mais c'est quelques dizaines de dollars. Ces frais sont non négociables. C'est une nouvelle règle que les banques ont mis en place. Je reçois des euros, je vais payer 15-20 dollars de frais de réception de devises étrangères. J'ai évidemment les frais de change. Donc les frais de change, il faut savoir, dans toutes les banques, sont à 0,19. Évidemment qu'à travers la puissance et la force de frappe du cabinet de Drey, ces frais-là, on a un pouvoir de négociation plus important. Et donc là-dessus, on a dans toutes nos banques partenaires des taux négociés. De la même façon, la troisième chose, c'est que la banque, sur le change en lui-même, applique sa propre marge. De la même façon, au sein des banques avec lesquelles on travaille, on a sur le taux de change des conditions négociées à l'avance qui permettent d'avoir des taux plus intéressants. Pourquoi on a ces taux négociés? Je reviens sur une question que tu m'as posée pour les particuliers, mais qui est beaucoup plus sensible pour les sociétés. Et que je dois virer de l'argent en Israël. Mais que cet argent, il n'est pas physiquement en France. Il est en Angleterre, il est en Suisse, il est je ne sais où. Dans l'Europe, c'est compliqué. Hors Europe, c'est encore beaucoup plus compliqué. La justification de ce transfert va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourde à porter pour nous. Ce qui fait que quand j'utilise un agent de transfert qui va me créer un compte qui va être un compte temporaire, en général, qu'est-ce qui se passe? Je vire de l'argent, il me crée un compte qui a une durée de vie de 3 jours en Angleterre. Donc moi, je vire de la France à l'Angleterre, lui me change mon argent, et après, l'argent arrive en Israël. Pour justifier que ce compte-là en Angleterre, il est bien fiscalisé en France, c'est quasi impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fiscalisé, puisqu'il a une durée de vie que de 3 jours. Donc forcément, il n'est pas fiscalisé, je n'ai pas le temps de le déclarer, je n'ai pas le temps de quoi que ce soit. Donc en termes de justificatif pour Israël, c'est très très lourd, et j'ai vu à plusieurs reprises des banques faire repartir l'argent. Et donc, je préfère accentuer cette problématique-là, parce que j'ai des clients qui sont trouvés dans des problématiques où ils devaient faire un paiement pour un appartement ou autre. L'argent qui venait par un de ces agents de transfert, qui était reparti, et donc on a... Agent de transfert qui permet de minimiser les frais, normalement. Normalement, le but est de minimiser les frais. Et donc, pour économiser cet argent-là, se retrouver dans des situations où on se retrouvait en retard de paiement par rapport à un achat d'appartement, ce qui est donc soumis à pénalité, et ce qui nous revient beaucoup plus cher à la sortie. Donc, il faut faire très, très, très attention. Une société qui aurait des comptes elle-même en Suisse, en Belgique, c'est plus facile à justifier qu'un compte temporaire qui, lui, serait placé en Angleterre, sur lequel j'aurais essayé de gagner 3 francs 6 sous. Notamment pour un particulier, quoi, en fait. Pour un professionnel, pour une société. Ouais. Pour un particulier, on arrive à justifier parce que les particuliers, à partir du moment où la société voit que c'est Salomon Attia qui a viré et c'est Salomon Attia qui reçoit, j'ai justifié l'origine des fonds. Okay. Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent être problématiques? Alors, il y a... Par exemple, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont à Dubaï. Parce que Dubaï est à la mode et on a des clients qui ont de l'argent à Dubaï et puis ils décident de revenir en Israël pour des raisons X ou Y. Alors, Dubaï... Je dis Dubaï, mais bon, peu importe. Est-ce qu'il y a des pays d'une manière générale? Dubaï, pour prendre l'exemple, c'est un très bon exemple. Dubaï a une problématique qui n'a aucun rapport avec la question, mais que je vais quand même citer là. Dubaï a une problématique d'avis d'imposition. Il n'y a pas d'avis d'imposition à Dubaï. Comme il n'y a pas d'avis d'imposition, justifier mes revenus est très compliqué. Donc, justifier mes revenus pour dire j'ai fait des économies, j'ai fait ça à Dubaï, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Ensuite, dans les pays qui sont problématiques, il y a un certain nombre de pays qui sont problématiques. Il y a l'Italie. Pourtant qui est européenne. L'Union européenne. Mais l'Italie, les banques, elles n'aiment pas l'Italie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a dû avoir beaucoup de problématiques financières, fiscales en Italie, je ne sais pas. Donc les banques n'aiment pas l'Italie. Les banques n'aiment pas la Belgique. Je ne sais pas pourquoi non plus, mais les banques n'aiment pas la Belgique. Elles ont moins de problèmes avec la Suisse, par exemple, qu'avec la Belgique. Après, il y a des pays que nous, on va être moins amenés à voir, mais qui sont quand même problématiques.
il y a l'Australie, il y a l'Afrique du Sud, il y a des pays c'est comme ça. problématique. Il y a des grosses communautés juives en Australie. Parce qu'il y a les conventions fiscales des pays d'origine et l'échange de données avec Israël étant plutôt compliqué, surtout avec l'Afrique du Sud, où les relations sont plus ou moins coupées. Ouais, tendu. Il est difficile pour Israël de valider tout ça. Donc ça crée des problématiques. Les pays d'Amérique latine sont évidemment problématiques en eux-mêmes, et pas uniquement les paradis fiscaux, pas que le Panama par exemple, ou pas que l'Uruguay. L'Amérique latine au global est un peu problématique, donc en général il faut trouver des moyens de faire passer l'argent par un autre trajet. Et voilà globalement pour les difficultés. Ok, et très bien. Donc les frais d'une manière générale? Alors les frais. Sur les virements, ce que j'ai expliqué, c'est que donc il y a plusieurs types de frais. Les premiers frais, c'est évidemment les frais de transfert. Il faut savoir que quand on fait un virement en SWIFT, il y a des frais de transfert. Et donc ces frais de transfert-là sont à la charge soit du donneur d'ordre, soit du récipiendaire. Il faut choisir, mais si on n'a pas suffisamment fait attention, la problématique va se poser parce qu'on va arriver, on va avoir des frais qu'on ne va pas comprendre. Donc il faut bien faire attention à qui paye les frais de virement. Il y a des frais, comme je disais tout à l'heure, des frais de réception de devises étrangères. Il y a des frais de change. Et il y a une différence sur le taux qui font les frais de la banque. C'est globalement les frais pour un virement depuis l'étranger. Après, il y a évidemment des frais bancaires classiques, mais ils sont moins liés au transfert pur d'argent. Donc en fait, si on est un particulier, on a plus intérêt à faire affaire à un agent, en fait, à un agent de transfert, plutôt que de faire un transfert banque-banque, en fait. Si je suis un particulier, ouais. J'ai clairement intérêt à passer par un agent de transfert. Je vais gagner beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en revanche, il faut poser une chose. Les banques, aujourd'hui, dans les banques, il y a deux types de banques en Israël. Il y a les banques classiques, un banquier qui gère 2500 comptes. Il y a les banques privées. Les banques privées, c'est un banquier qui gère 650 comptes. Les frais afférents à l'un ou à l'autre sont les mêmes. Ils sont peut-être un peu plus négociables en IPB, en banque privée, parce qu'on a le temps de négocier avec le banquier, là où dans la banque normale, le banquier n'a pas le temps de négocier avec nous. En revanche, quand je suis en banque privée, le banquier s'attend à ce que le compte soit plus rentable. Plus rentable, c'est évidemment ou sur ces frais-là, ou sur des placements financiers que je vais faire au sein de la banque qui vont lui rapporter de l'argent. Très bien. Merci beaucoup Salomon. Pour vous contacter, lien en description. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Here we go.